Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La France Insoumise, merci beaucoup d'être là. Et Mathieu Slama, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes essayiste, analyste politique, auteur de Adieu la liberté. Raquel Garrido, la Première ministre va à nouveau recevoir plusieurs personnes, dont Marine Le Pen, demain à Matignon. Il y a cette tentative de montrer qu'on est toujours prêt au dialogue. Est-ce que vous êtes convaincu? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement de méthode? Non, je pense que c'est de la communication. D'ailleurs, Madame Borne a dit elle-même que elle voulait que, enfin, elle trouvait que le pays était convalescent. Donc, si elle a dit qu'il était convalescent, c'est que elle reconnaît qu'elle l'a rendu malade. Et elle l'a rendu malade d'une façon assez terrible. C'est en annulant le vote du 16 mars, qui était le vote sur la loi retraite, au bout de 2 mois d'un débat qui était quand même tronqué compte tenu de l'utilisation frauduleuse de l'article 47.1 de la Constitution. Vous savez, cette procédure qui limite la qualité de la délibération à l'Assemblée nationale. Et au final, le 47.1 permet aussi d'utiliser le 49.3. C'était peut-être leur idée dès le départ, au fond, dans une sorte de triche un peu machiavélique et malsaine, une sorte d'abus de pouvoir qui a mis tout le pays dans un état, effectivement, de tension, de gêne. Elle appelle ça être convalescent. La vraie guérison, ce sera le retrait de la loi. Vous employez des mots qui sont un peu forts, évidemment, vous faites de la politique. Il n'y a pas de triche, en fait. Ce sont des armes constitutionnelles qui sont parfaitement légales, juridiquement parfaitement légales. Ah. Il y a eu par ailleurs une cinquantaine... Vous avez l'air de savoir des choses que le reste du pays ne sait pas. Quand vous dites triche, c'est un peu excessif comme terme. Ah bon, pourquoi Quel serait le bon terme alors de quelque chose qui est inconstitutionnel et qui pourtant a été utilisé? C'est inconstitutionnel, vous avancez, on va voir ce que dit le Conseil constitutionnel. Quel serait pour vous le bon terme à ce moment-là si c'est pas triche? Mais en fait, c'est le Conseil constitutionnel qui dit si c'est de la triche ou pas. On dirait que vous le dites vous-même que c'est constitutionnel. Je dis que vous avez un jugement définitif, alors même que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. J'ai l'impression que c'est vous qui avez un jugement définitif. C'est le Conseil constitutionnel qui nous dira si oui ou non c'est de la triche. Écoutez, c'est pas vous. Écoutez, j'ai demandé personnellement au gouvernement, en commission des finances, en commission des affaires sociales, dans l'hémicycle, pendant 2 mois, j'ai demandé à ce que me soit présenté le fondement constitutionnel de l'utilisation du 47.1. À aucun moment le gouvernement ne l'a fait. Ils n'ont pas de justification budgétaire et juridique de l'utilisation de cet article. Et je vous renvoie, c'est pas moi qui le dis, il y a 80 professeurs d'université qui ont fait une tribune dans Le Monde. Vous l'avez lu comme moi, puisque vous êtes un observateur fin de la vie politique, et d'ailleurs c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau. Vous avez vu et lu cette tribune de 80 professeurs d'université qui disent que l'utilisation du 47.1 est inconstitutionnelle. Donc un gouvernement qui utilise un véhicule inconstitutionnel qui lui permet quoi? Comme par hasard, d'arriver et d'atterrir sur le 49.3. Mais Raquel Garrido, c'est le... Si vous et moi, ça ne vous inquiète pas ensemble, c'est qu'on a un petit problème Pardon, Raquel Garrido, c'est les institutions, c'est le Conseil constitutionnel. Non, justement, en l'occurrence... C'est comme ça, quand il y a un conflit entre l'opposition et le gouvernement, le Conseil constitutionnel tranche. Il paraît logique. Pardon, mais vous êtes insensible à la règle de droit. Non, pas du tout. Quand elle arrange le pouvoir, vous êtes insensible à la règle de droit. Et un État de droit et un pays démocratique se mesure aussi à la capacité de contre-pouvoir, y compris juridique, y compris constitutionnel, de dire à un gouvernement, vous faites là un abus. Mais c'est bien aussi en prenant appui sur des arguments qui ont été développés non seulement par l'opposition, parce que nous, l'opposition, on a déposé un mémoire de 31 pages qui a été défendu par 5 groupes de l'opposition. Tout ça, vous l'avez vu, Antonin André. Vous n'avez été sensible à aucun des arguments. C'est pas moi qui décide si vous voulez en droit. Oui, mais quel est votre avis? Justement, Raquel Garrido, si le Conseil constitutionnel décide que ce n'est pas un abus, il pourrait le faire, mais s'il décide que ce n'est pas un abus, s'il décide que, eh bien, c'est valide, le texte n'est pas censuré du tout, est-ce que vous suivrez, est-ce que vous respecterez l'avis du Conseil constitutionnel? Est-ce qu'on tourne la page et on passe à autre chose? Non, on ne tourne certainement pas la page. La décision du Conseil constitutionnel, d'abord, il y en a 2, les décisions. Vendredi, c'est très important. Il y a la décision sur la constitutionnalité de la réforme partielle de la loi, et puis il y a la décision sur la recevabilité, vous savez, du référendum d'initiative partagée. Donc, quelle est la suite? Il y a plusieurs hypothèses. Si toutefois le Conseil constitutionnel finalement décide par extraordinaire, de ne pas censurer totalement la loi, et qu'il décide d'accepter la recevabilité du référendum d'initiative partagée, ça veut dire qu'il reste des outils constitutionnels
pour que cette loi n'entre pas dans le droit positif français. C'est ce qu'on veut, c'est que cette loi... Donc la mobilisation continue, qu'elle ne soit jamais promulguée. La mobilisation continue et vous vous concentrez sur l'organisation du référendum. Je suis absolument persuadée que la mobilisation continuera. Ça, c'est l'intersyndicale qui décide, c'est pas vous. Mais quand on est je dis que je décidais. J'ai dit que j'étais persuadée quelque chose, un peu comme vous avez dit tout à l'heure que vous étiez persuadé que c'était légal. Vous voyez, on a chacun nos persuasions. Et ben moi, renseignée de ce que j'observe dans le pays depuis janvier, je suis absolument persuadée que le mouvement ne cessera pas. Il n'y a pas de raison de s'arrêter tant que cette loi reste planante sur la tête des Français. La chose ne se calmera que lorsque ce gouvernement retirera la loi, lorsque le président de la République, proprement dit, puisque c'est lui qui en a finalement tous les outils, décidera qu'il ne promulguera pas cette loi. Mathus Lama, je vois que vous voulez réagir. Oui, je voudrais réagir à ce que vous avez dit parce que moi je suis d'accord avec vous. Les règles de droit n'ont visiblement pas été violées et que le texte de la Constitution a été respecté. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu ce qu'on peut considérer quand même alors je sais pas, des abus démocratiques, ou en tout cas des choses qui sont assez graves du point de vue démocratique qui ont été faites. Il y a quand même eu plusieurs choix qui ont été faits. D'abord le choix d'aller contre l'avis extrêmement majoritaire de la population, ça c'est incontestable. C'est-à-dire qu'on parle de 90% des actifs contre ce texte. C'est rare que les gens veuillent travailler. Oui, mais sur un texte aussi grave, c'est quand même pas rien. Il y a eu un autre choix qui a été fait, c'est d'aller contre l'avis des syndicats et des syndicats qui étaient totalement unis, si vous voulez. Donc là aussi c'est un choix quand même qui pose question d'un point de vue démocratique. Et puis, par ailleurs, il y a eu un autre choix aussi, c'est de refuser le vote à l'Assemblée nationale, puisque le 49.3 a empêché ce texte d'être voté à l'Assemblée nationale, ce qui est d'un point de vue démocratique aussi grave. Et puis avant ça, il y a aussi le choix de ce véhicule législatif. Ce sera une des grandes questions. Est-ce que réellement il s'agissait d'une loi de financement rectificative de la sécurité sociale? C'est là qu'il y a un doute, effectivement, qui a été mis par des constitutionnalistes. Et je voudrais juste ajouter deux choses très rapidement. La première, c'est que il y a eu d'autre part plusieurs organisations internationales, Amnesty et même l'ONU, le Conseil de l'Europe, etc., qui se sont inquiétés des abus policiers, en tout cas des bavures policières, etc. C'est un autre sujet. Qui je pense doit aussi nous interroger sur encore une fois l'aspect démocratique dont vous parliez, Madame Garrido. Je pense que ça doit aussi nous interroger. Mais surtout, et j'en finirai là-dessus, il y a une petite musique là qu'on entend un peu, c'est si le Conseil constitutionnel dit OK au texte, en gros ne le censure pas et donc le valide, voilà, ça y est, la page est tournée et finalement on passe à autre chose. Et là, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut pas aussi imaginer que ça va accroître la colère dans le pays, vous voyez? Parce qu'il y aura le sentiment vraiment que finalement, contre l'avis de la population, un texte finalement est validé, etc. Et puis surtout, je finirai sur un point, c'est qu'est-ce qui va se passer pendant 4 ans? Parce que la question centrale qui se pose, en fait, c'est que tous les syndicats disent, si ce texte n'est pas retiré, c'est terminé, il n'y a plus de dialogue social. Mais donc, juste comment on imagine 4 ans encore de gouvernement dans ce pays sans dialogue social? Juste d'un mot. Comment on va faire? Pour moi, le pays va devenir ingouvernable et là, on sera dans une crise politique très très grave. Juste d'un mot pour répondre et pour clarifier les choses. Juridiquement, je pense qu'effectivement, le Conseil constitutionnel peut valider. Néanmoins. Mais c'est quoi votre argument, pardon? Quel est le fondement de cette affirmation? Est-ce que je peux terminer? Ça m'intrigue. Il est probable que le Conseil constitutionnel valide juridiquement. Mais néanmoins. Pourquoi? Quel est votre argument? Parce que le 47.1 est un cavalier qui n'est pas forcément irrecevable du point de vue du Conseil constitutionnel. Non, c'est pas un cavalier, c'est un article. C'est eux qui décideront et le 49.3. Donc vous ne savez pas, vous répétez. Non, je ne sais pas. Donc quel est votre argument pour dire que le 47.1 était utilisé à bon escient? Est-ce que je peux terminer mon propos? Ben quand même, répondez. Vous va laisser Antonin terminer justement. Vous dites aux Français, c'est constitutionnel. Donnez au moins un argument pour votre plaidoyer. Justement, je pense qu'il allait ajouter cet argument-là. On le laisse, Antonin. Vous acceptez que je termine mon propos? Je suis impatient. C'est vrai? Alors, je vais terminer. Même si le Conseil constitutionnel validait ce texte, politiquement, il y a effectivement un sujet de démocratie et de rapport à la démocratie et des méthodes que ce gouvernement a choisies pour faire passer une réforme aussi impactante pour les Français, effectivement contre l'avis des syndicats, effectivement en ne faisant pas voter le texte à l'Assemblée et en choisissant le 49.3, sont des choix qui sont peut-être juridiquement recevables, mais qui politiquement sont contestables et on le voit bien et sont mal supportés par les Français. Donc effectivement, le Conseil constitutionnel, pour être tout à fait clair, qu'il valide, même s'il validait en partie ce projet de loi, ce qui n'est pas certain, mais si c'était le cas, je ne
crois pas du tout, et je suis en accord avec vous, que ça mettrait un terme à la crise politique que traverse ce pays. Est-ce que cette colère que vous évoquez, Matthieu Slama, vous la ressentez aussi, Pablo, vous qui avez participé à toutes les manifestations, les 12, enfin les 11, la 12e ce sera jeudi, à toutes les journées de mobilisation. Est-ce que vous avez l'impression que la page ne sera pas tournée, même si le Conseil valide, qu'il y aura peut-être de la colère aussi qui s'exprimera vendredi? Moi, je suis complètement en accord avec Matthieu Slama. Moi, je pense que ça commencera dès vendredi si effectivement le Conseil constitutionnel ne valide tout ou partie de cette réforme. Après, juste, j'aimerais quand même revenir sur ce que vous disiez. Moi, quand on regarde le véhicule législatif qui est utilisé, le rapport à la Constitution, etc., je pense qu'on mélange beaucoup de choses. Déjà, la chose la plus importante, c'est ne pas mélanger institution et démocratie. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Et même démocratie et constitution. Je rappelle qu'il y a beaucoup de pays qu'on considère comme étant tout sauf des démocraties. Je sais pas moi, par exemple, la Corée du Nord, ils ont une constitution. Oui. Hein, ils ont une constitution et il y a des choses qui sont validées par leur constitution et qui on considère que c'est vraiment pas du tout démocratique et absolument abominable. Ensuite, si je lis l'article 1 de notre constitution, c'est la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Donc, ne serait-ce que en fait, en utilisant cet article, il pourrait faire tomber toute la réforme. Le fait est que, et c'est là que moi, désolé, je vais rejoindre un peu Antonin, je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait en fait dans leur histoire. Jamais le Conseil constitutionnel. Non, ils ont censuré ils ont parfois censuré à quelques rares fois des lois entières, mais c'était sur des lois qui étaient vraiment pas très importantes. Pas sur une loi aussi. Le Conseil constitutionnel, honnêtement, quand on regarde son histoire, et je conseille le livre d'une constitutionnaliste qui s'appelle Laureline Fontaine et qui l'explique très bien en long, en large et en travers. Elle dit il se comporte plutôt comme une annexe du pouvoir que comme un véritable contre-pouvoir. Ce qui est un problème. Hein. Raquel, vous vouliez réagir, vous avez dit c'est pas vrai. Oui, Laureline Fontaine a raison globalement, et d'ailleurs je vais l'auditionner à l'Assemblée nationale ce jeudi dans le cadre d'un groupe de travail qu'on a mis en place dans l'intergroupe NUPES sur la question du passage à la 6e République. Donc son avis est extrêmement renseigné et très important, et c'est vrai que le Conseil constitutionnel a un côté très politique dans sa composition, c'est une certitude. Néanmoins, il y a des cas où le Conseil constitutionnel a censuré totalement des lois. Il y a récemment une loi Cécile Duflot sur le logement, et plus en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque quand François Bayrou était ministre de l'Éducation nationale, il avait voulu modifier la loi Fallou en 1994. Il y avait des grandes mobilisations et à ce moment-là, le Conseil constitutionnel en fait avait censuré la loi. Et il y a des cas et cette fois-ci, je note que l'argument, j'essaie d'en donner un parce que pour l'instant on dit toi oui non, pour que au moins les téléspectateurs au moins aient un argument. Une loi de financement de la sécurité sociale, comme son nom l'indique, permet à l'Assemblée nationale de donner une indication aux différents régimes de sécurité sociale de comment ils doivent utiliser leur budget. On décide ça, on vote ça à l'automne à peu près pour que dès le 1er janvier, ce soit en vigueur. D'accord, on peut comprendre ce phénomène et donc du coup ça justifierait l'idée d'un temps contraint. Il faut avoir voté avant le 31 décembre pour que le 1er janvier de l'exercice suivant, on puisse être opérationnel. Là, qu'a fait le gouvernement? Dès janvier, alors qu'on venait juste de voter la loi de finances de la sécurité sociale, la loi de financement, a dit finalement on a un rectificatif. Donc loi rectificative de la sécurité sociale. Pardon, c'est un petit peu technique. Mais en réalité, donc il a donné ce label-là à ce qui était une loi qui n'était pas du tout une loi rectificative de la sécurité sociale. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui en fait est une loi sur le droit de la retraite, c'est-à-dire quelles sont les règles pour avoir le droit aux pensions. Et donc l'envergure budgétaire de la loi sur les retraites, c'est à peu près 18 milliards d'euros. Tandis que ce qui est rectificatif sur l'exercice, là, 2023, c'est à peu près 400 millions d'euros. Vous voyez, donc en fait, c'est une goutte dans un océan budgétaire. C'est la raison pour laquelle on peut pas utiliser cet article de la Constitution pour une telle loi, parce que ça voudrait dire, au fond, que dès qu'il y a une incidence budgétaire, à tout bout de champ, l'exécutif pourrait le faire, ce qui serait de la triche, un abus de pouvoir. Si c'est le cas, ils sont censurés. Donc, donc, effectivement, c'est un espoir que nous avons tous, que le Conseil constitutionnel, dans une logique de défense d'elle-même. Parce que je rappelle que cette institution, comme l'a bien décrit cette autrice, elle a pour fonction de défendre la 5e République. Et si elle ne le fait pas correctement, eh bien, elle vient mettre encore une autre coup de pelle
sur en fait la tombe de la Ve République, parce qu'on voit bien que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est aussi cette crise de régime et l'idée d'un passage nécessaire à la Sixième République. Alors, juste avant d'aborder la manifestation avec vous, Hélène Vecchio, les risques éventuellement d'incidents et de violences pour la journée de jeudi, je voulais juste clore là-dessus sur le Conseil constitutionnel. Mais si jamais cette idée effectivement de détournement, d'abus d'un véhicule législatif était retenue, ça veut dire que le Conseil constitutionnel prendrait quand même une décision énorme qui aura un impact politique. Un désaveu, un camouflet pour le président. Est-ce que, Mathieu Slama, vous envisagez que le Conseil constitutionnel, tel qu'il est constitué aujourd'hui, pourrait prendre une telle décision ? En fait, c'est compliqué parce qu'on a des constitutionnalistes, par exemple Dominique Rousseau, qui est un de nos plus grands constitutionnalistes, nous dit que c'est tout à fait possible et nous dit notamment par rapport à la sincérité, à la question de la sincérité des débats parlementaires qui ont été un peu bafoués puisque les débats ont été extrêmement resserrés sur un sujet quand même assez fondamental, qu'à peu près tous les outils de la Ve République qui sont les outils, on va dire, les plus anti-parlementaristes et les plus autoritaires ont été utilisés. Donc ça pourrait être un argument, on va dire, juridique, qui est de dire la sincérité des débats parlementaires a été faussée par le gouvernement. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que je pense que je suis assez sceptique sur l'idée que le Conseil constitutionnel invalide cette loi, parce que c'est vrai que dans son histoire, le Conseil constitutionnel a validé quand même des lois qui étaient souvent très liberticides. Moi, je pense par exemple à la loi sécurité globale, qui pour moi, du point de vue des libertés publiques, pose un certain nombre de questions qui sont majeures, et le Conseil constitutionnel a quand même validé globalement la grande majorité de ce texte, même s'il arrive parfois au Conseil constitutionnel, par exemple dans la loi anti-casseurs, par exemple, le Conseil constitutionnel avait invalidé notamment quelque chose de très très grave. D'ailleurs, on voit que la dérive liberticide ne date pas de ce mandat, puisque dans ce texte-là, il y avait prévu que les préfets puissent interdire de manifester préventivement sans décision de justice. Et ça, le Conseil constitutionnel avait dit, c'était tellement grave, le Conseil constitutionnel avait dit non. Donc voilà, mais juste pour finir par rapport à ça, je pense qu'au fond, finalement, la question elle est plus fondamentale, et je suis assez d'accord avec vous. On voit bien en fait que la Ve République, c'est terminé, enfin, elle est à bout de souffle. On voit ce qu'elle peut donner quand elle peut être utilisée de la manière la plus autoritaire qui soit, entre guillemets. Et c'est vrai que je pense que la séquence qu'on est en train de vivre là, pour moi, devrait acter on va dire la fin de la Ve République, puisqu'on en voit absolument toutes les limites démocratiques, puisqu'en réalité, encore une fois, le texte de la Constitution n'a pas été vraiment trahi, en tout cas on peut le penser, et malgré tout ça, il y a eu, je pense, d'un point de vue démocratique, quelque chose quand même de très grave. En tous les cas, à la veille de cette... C'est sa pratique qui est en cause, c'est pas le texte. Du coup, si la pratique a tendance à avoir cette dérive autoritaire, il faut peut-être s'interroger. Par exemple, moi, si vous voulez, le 49.3, moi, je l'enlèverais de la Constitution. Vous voyez cet exemple. Il y a aussi l'article 10 et c'est dommage qu'il soit pas utilisé. Mais donc ça sert à rien en fait d'avoir un joli texte si ça va pas être utilisé. Pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour travailler jusqu'à 64 ans. Non mais l'article 10 c'est juste que le Parlement puisse le voter par exemple. Je voulais qu'on parle maintenant de cette journée de mobilisation de jeudi, puisqu'évidemment c'est à la veille de cette décision attendue du Conseil constitutionnel que l'intersyndicale a appelé à une 12e journée de mobilisation. La semaine dernière, il y a eu un petit peu moins de monde, mais tout de même, dans certaines villes de province, on a même plus manifesté que lors de précédentes journées. Mélanie Vecchio, qu'est-ce qu'on attend du côté de la police? Est-ce qu'on va avoir le même type de mobilisation? Est-ce qu'on s'inquiète de possibles débordements, de possibles incidents qu'on a pu voir dans certaines autres mobilisations? Alors oui, il existe un risque. Pour l'instant, il est trop tôt pour le définir. En tout cas, les forces de l'ordre s'attendent à avoir beaucoup de monde dans les rues, à la fois de Paris, mais aussi en province. Souvenez-vous, la semaine dernière, les manifestations s'étaient déroulées dans le calme, une partie dans le calme, mais un petit peu plus mouvementée à la fin des manifestations dans les villes comme Rennes, Nantes. Il y avait en tout sur le territoire, en France, il y avait 11 500 policiers et gendarmes déployés, 4 500 dans la capitale. Donc, on ne sait pas si ce dispositif va perdurer dans le temps. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une bascule le 9 mars quand il y a eu ces rassemblements assez spontanés qui ont été effectués à Concorde. Ce qu'il faut dire également, c'est que les forces de l'ordre nous disent qu'il y avait moins de monde dans les rues la semaine dernière que le 28 mars. 500 000 manifestants pour le 6 avril. Il y avait plus de 700 000 le 28 mars. Ce sont les chiffres précisés de Beauvau, du ministère de l'Intérieur. En revanche, la CGTL indiquait qu'il y avait 2 millions de personnes dans les rues. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y avait beaucoup plus de manifestations, d'événements, d'actions recensées finalement
que attendu. On en attendait 370 selon une note des renseignements. Il y a eu 570 et puis un mot bien évidemment sur les blessés, à la fois du côté des forces de l'ordre. Là, c'est un chiffre, encore une fois, de Gérald Darmanin, 154 policiers et gendarmes blessés. Et du côté des street medics, ce sont eux qui nous ont donné, les street medics, ce sont des personnes qui comptabilisent lors des manifestations le nombre des blessés. Donc, eux parlaient de 110 manifestants qui étaient blessés aux alentours de 19h. Donc, quand la manifestation était sur le point de se terminer, les autorités qui, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu connaissance de déclarations posées en préfecture, parce que vous savez que les déclarations doivent être 3 jours avant la manifestation, la manifestation doit être déclarée en préfecture. Raquel Garrido, Mélanie Vecchio parlait effectivement du dispositif qui a été mis en place les dernières fois, des policiers également, du grand nombre de policiers qui ont été blessés. On a senti du côté du ministre de l'Intérieur notamment une rhétorique assez dure, montée notamment à l'encontre de la France Insoumise, accusée de terrorisme intellectuel, accusée de faire monter cette violence quand vous parlez de la colère des manifestants. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui au ministère de l'Intérieur? Je pense qu'il faut décrypter ce message du gouvernement. Le conflit actuel est un conflit entre le président de la République et 93% des actifs, entre le président de la République et 70% des Français. Par conséquent, le pouvoir cherche à changer les termes de cette confrontation. Donc, les policiers ont quand même été réellement blessés, les 140, 150 policiers. Je ne nie pas, et d'ailleurs je le déplore, et je déplore la militarisation du conflit, parce qu'il tend à, c'est l'arbre qui va cacher la forêt, si vous voulez. C'est un mot qui est fort, la militarisation du conflit, vous voulez dire? Oui, dans le sens où le conflit passe à être avec le gourdin, quoi, avec la répression des forces de la police, etc. Mais la militarisation, du coup, vous les déplorez, celle des forces de l'ordre, pas du tout des manifestants? Attendez, j'ai pas fini mon raisonnement. Parce que je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est face à un discours du gouvernement qui, à dessein, cherche à nier le caractère très massif, très unanime de la position des Français, très mobilisé régulièrement maintenant et sans possibilité de faille, sans possibilité d'essoufflement, pour justement essayer de dramatiser, de faire peur. D'ailleurs, des sondages ont montré récemment que certains Français désormais avaient peur de manifester. Je pense qu'ils ont connu le mouvement des Gilets jaunes. C'était un peu leur galop d'essai. Ils ont vu comment ça marchait. Et face à un mouvement populaire extrêmement déterminé, ils ont réussi, malgré tout, à la fin, à réussir à faire peur à tout le monde. C'est un peu, on en est un petit peu là. Moi, ce que je vois, c'est que le 16 mars, quand il y a eu le 49.3, il y a eu une recrudescence des mobilisations. Par exemple, j'étais à Grenoble cette semaine pour un débat auprès d'étudiants. Et par exemple, les plus grosses assemblées générales dans les facs ont eu lieu après le 16 mars, sur le 49.3, qui venait se rajouter à la question des 64 ans. Donc là, ce jeudi, on est dans une journée qui est une journée décisive, puisqu'elle est à la veille de la double décision du Conseil constitutionnel, parce qu'elle vient à un moment où on sent que depuis l'Élysée, Matignon, ça parle remaniement, enfin on sent que ça bruisse un peu de est-ce que ce sera encore Madame Borne ou pas, est-ce que là par exemple demain c'est des questions au gouvernement, est-ce que c'est la dernière fois qu'on voit Madame Borne en tant que Premier ministre ou pas. Donc il y a quelque chose d'une fragilité qui doit donner un élan. Un surcroît de mobilisation. Je le vois, moi j'ai fait toutes les mobilisations. Je vois que les gens n'ont pas envie de lâcher, parce qu'ils sont fondamentalement convaincus que dans un pays démocratique, lorsque 70% des gens sont pour un système donné, un droit intergénérationnel qui fait le socle de ce qui est beau en France. On en est tellement fiers de ce système de retraite qui existe dans ce format-là que chez nous, les gens vont pas le brader à cause d'un caprice présidentiel. Non, mais justement, après le 49.3 que vous évoquiez, on a vu effectivement un regain de mobilisation. On a vu aussi des manifestations plus violentes à partir de ce moment-là. On a l'impression que trop, c'est trop. Est-ce que là, vous appelez une nouvelle fois à manifester, mais dans le calme, sans violence? Est-ce que vous redoutez qu'il y ait des débordements? Je pense que quand on en vient à des conflits qui touchent à l'intégrité des gens, c'est très mauvais. J'ai tendance à rendre responsable. Vous parlez de conflit entre qui et qui là? Vous parlez quand vous parlez de conflit? Par exemple entre policiers et puis personnes qui manifestent, mais en s'en prenant aux policiers. Mais franchement, sur les grosses journées de mobilisation organisées par les syndicats, singulièrement la toute dernière,
on peut pas dire que on soit face à une situation de changement de nature, on va dire, de la mobilisation. En tout cas, je ne l'ai pas constaté. Je pense que le mouvement a conscience que sa force réside justement dans le nombre, et c'est pas parce qu'on est pacifique qu'on est moins déterminé, voyez-vous. Donc j'ai confiance, je pense que ce mouvement continuera à faire la démonstration que la légitimité est du côté de celles et ceux qui sont en grève, de celles et ceux qui se mobilisent. Pablo, tout à l'heure, vous parliez quand même de cette colère que vous ressentez aussi chez les manifestants quand vous les côtoyez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Raquel Garrido, ou est-ce qu'il y a quand même un risque que quelque chose éclate, que trop c'est trop, le fait de ne pas avoir été entendu par le gouvernement? Mais ça dépend ce qu'on entend par éclatement. Enfin, les débordements de violence. Mais moi, ça, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que, comme c'est rappelé d'ailleurs souvent sur BFM TV ou par Gérald Darmanin, les gens qui cassent, les gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre, etc. On parle souvent de au maximum 1500 personnes. Or, comme c'est rappelé à chaque fois, on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs millions de gens dans la rue. Donc il y a ces 1500 personnes, effectivement, qui sont très énervées, qui ont des motifs divers et variés pour s'en prendre à la fois aux panneaux publicitaires. Bon, ça, moi, je trouve pas ça très grave, mais surtout aux forces de l'ordre. Là, je trouve ça un peu plus problématique. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont là. Ça, c'est, pour le coup, c'est au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, à ceux qui sont responsables du maintien de l'ordre, de résoudre cette question-là. La question de la mobilisation, ça c'est tout à l'heure, ça a été rappelé par Mélanie, les différentes, elle a dit voilà, par rapport à la semaine dernière, il y a un peu moins de monde, etc. Mais quand on élargit la focale, quand on regarde en fait depuis le début de la mobilisation, ça fait que monter et descendre. Hein. Vous avez par exemple tout début mars une journée de mobilisation où il y avait, selon le ministère de l'Intérieur, 300 000 personnes dans la rue, c'est-à-dire encore moins que la semaine dernière. Mais ça remonte à l'occasion soit d'un JT d'Emmanuel Macron, soit de l'utilisation du 49.3, soit peut-être du Conseil constitutionnel. Exactement. Ça peut être un événement qui peut relancer la mobilisation de façon très forte. Antonin, est-ce que Elisabeth Borne, elle joue sa pole dans les prochains jours? On parlait de semaine décisive parce qu'il y a plusieurs rendez-vous importants. Elisabeth Borne, est-ce qu'elle est vraiment sur la sellette? Je vais répondre juste d'un mot. Je voulais dire, effectivement, l'immense majorité des cortèges et des manifestations, bien encadrées par les forces de police, en collaboration avec les syndicats, se sont extrêmement bien passées. C'est quand même c'est ça qu'il faut noter avant tout, avant de parler effectivement des violences qu'on a vues la dernière fois. C'est quand même très notable, un mouvement social aussi long, aussi massif, qui se déroule, je trouve, dans une forme de raison des manifestants, et c'est très bien organisé. Elisabeth Borne, elle est en sursis. La question, c'est la durée du sursis. Mais on voit bien que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne aujourd'hui ont des rapports très compliqués. Emmanuel Macron considère qu'elle n'a pas rempli le contrat qu'elle lui avait promis de remplir, qui était de faire de la concertation, d'avoir un accord politique avec les LR et de parvenir à aller au vote sur ce texte. Elle n'y est pas parvenue. Et Emmanuel Macron a aussi des échanges avec elle, par entourage interposé, sur la gestion des syndicats. On voit bien que lorsque Elisabeth Borne dit il ne faut pas les brusquer, Emmanuel Macron, lui, est sur un langage beaucoup plus martial à l'endroit de Laurent Berger, dont pourtant le gouvernement aurait besoin pour essayer de se sortir de ce mauvais pas. On a le sentiment qu'il y a une confiance très entamée, peut-être pas de rupture de confiance, mais très entamée. Et ce qui est surprenant, c'est que ça se manifeste au moment du pic de la crise. Donc ça fragilise l'exécutif. Donc on a le sentiment que, évidemment, la confiance est entamée et que Elisabeth Borne est voué à effectivement laisser la place, sans doute pas au cœur de la crise. C'est pas dans les jours qui viennent. Le gouvernement, Emmanuel Macron n'aurait aucun intérêt à sacrifier Elisabeth Borne, ça ne lui apporterait aucun bénéfice politique, pour cramer un nouveau Premier ministre qui arriverait en pleine crise. Donc c'est sans doute pas pour les jours qui viennent, sans doute les semaines, voire les mois qui viennent. Tout, en fait, dépend de l'instabilité politique des prochaines semaines. Alors, le temps très joyeux, il ne reste plus que quelques minutes. Je voulais aborder un autre sujet avec vous, Raquel Garrido. Il y a un vote important pour LFI demain. On parlait de la semaine de l'exécutif qui est compliquée, difficile, chahutée, mais pour vous aussi, demain, vous allez devoir vous prononcer. Est-ce que Adrien Quatennens, qui a été condamné pour violence conjugale, doit être réintégré ou non au sein de LFI? Quelle est votre réponse à vous? Demain, on doit nous présenter l'issue d'une audition qui s'est tenue ces jours-ci. En tout cas, 4 membres du groupe étaient chargés de faire le point avec Adrien Quatennens sur la façon dont il a mis en œuvre la décision politique que nous avions prise, qui était une exclusion du groupe assortie d'une obligation
de faire un stage de sensibilisation à la question des violences. Donc, moi, j'en sais pas davantage. Demain, je vais découvrir l'issue de cette rencontre, de cet échange. Je pense qu'au-delà de la question du stage, elle prendra aussi sans doute en compte la crispation qu'avait généré son passage sur votre antenne le soir même ou le lendemain de la décision qui avait été perçue par nombre d'entre nous comme incompatible en fait avec les engagements féministes que nous avions. Donc ce dialogue-là doit nous être présenté et à partir de là, le groupe décidera si tout naturellement la sanction s'exécute jusqu'au bout, c'est-à-dire que les 4 mois s'étant écoulés, Adrien Quatennens est réintégré, ou si à l'inverse, il faut prendre de nouvelles dispositions. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? On ne peut pas mettre en doute votre engagement féministe. Qu'est-ce que serait le symbole de voir un député qui a été condamné? Alors moi, je suis personnellement tout à fait en attente de l'issue de cette rencontre. C'est pas comme avec le Conseil constitutionnel, là, pour le coup. Je dis, c'est pas comme avec le Conseil constitutionnel. De quoi? C'est-à-dire sur la loi, vous dites ce que le Conseil constitutionnel devrait dire, mais en revanche, sur Quatennens, vous attendez les conclusions du rapport avant de vous prononcer. C'est normal, puisque la décision concernant Adrien Quatennens tient à la façon dont lui-même a compris ou pas son rôle en tant qu'homme politique pris dans une circonstance qui touche des millions de Français. Raquel Garrido, symboliquement, pour vous, ça vous pose pas de problème que vous ayez dans vos rangs, qui réintègre le groupe LFI, une personne qui a été condamnée pour violence conjugale? Est-ce que ça, symboliquement, c'est quelque chose qui est acceptable pour une féministe? Je comprends la question de la façon dont vous la posez. C'est-à-dire, vous dites, à partir du moment où quelqu'un a été condamné, donc ça veut dire qu'il a fait, c'est un fait, en fait, qu'il a été pris dans une situation de violence vis-à-vis de sa conjointe. Est-ce que c'est compatible, tout simplement, en fait, avec l'exercice d'un mandat politique et en l'occurrence celui de député? Et donc, ça tendrait à dire, ce raisonnement-là, que tous les autres, parce qu'ils n'ont pas été condamnés par la justice, n'ont jamais été auteurs de violences conjugales ou n'ont jamais été pris dans une situation de violence. Alors, moi, je dis attention, attention. Nous sommes obligés de prendre en compte politiquement la décision judiciaire, mais la justice, elle fait un travail et nous, politiquement, on en fait un autre. Nous, les Insoumis, nous sommes, j'y tiens, un parti féministe et notre rôle, c'est qu'à la maison ce soir, s'il y a des femmes qui m'entendent et qu'elles sont prises dans une situation de violence, qu'elles sachent que nous sommes avec elles. Merci beaucoup.